Donc voilà, nous allons accueillir maintenant Hélène Levenbruck qui arrive, qui est neurolinguiste, directrice de recherche au CNRS à l'Université Grenoble, c'est ça, responsable de l'équipe langage et membre du Babylab, du laboratoire de psychologie et de neurocognition. Hélène cherche à mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la production et la réception du langage dans ses différentes manifestations, extériorisées et intérieures, typiques et atypiques. Son intervention « Les voix en soi, diversité des formes de langage intérieur » nous propose de réfléchir à la faculté de se parler dans la tête, qu'on appelle aussi le langage intérieur, ou endophasie, et qui joue un rôle central dans la cognition, et elle montrera si on peut aborder cette question pour les utilisateurs de CAA. Je crois que j'ai eu beaucoup d'interrogations sur ces questions, donc beaucoup d'attentes. Merci d'avance. Merci à vous. 30 minutes. Ouais. Alors, je vous propose de commencer à réfléchir ensemble à la voix et à la voix intérieure par une petite expérience intérieure. Et donc, je vais vous demander de lire ce qui s'affiche à l'écran et de suivre les instructions. Alors voilà, c'est de ça dont on va parler, c'est de cette petite voix qu'on a dans la tête. On l'appelle comme ça, on l'appelle aussi le monologue intérieur, mais on va voir que ça n'est pas toujours un monologue. Alors ça s'appelle aussi parfois le dialogue intérieur. On l'appelle aussi la parole intérieure, mais on va voir aussi que ça n'est pas un très bon terme parce qu'il ne s'agit pas toujours de parole au sens audible. On parle aussi de discours, mais ça n'est pas toujours des discours, parfois c'est beaucoup plus court. On a un terme qui est le langage intérieur, qui est déjà un peu mieux. Et puis le terme que je préfère, c'est finalement l'endophasie. Ce n'est pas un très joli mot, mais c'est un mot qui a été inventé par un médecin français qui s'appelle Georges Saint-Paul en 1892, parce qu'il a travaillé sur ce concept, cette faculté qu'on a de pouvoir se parler dans sa tête. Donc, merci. L'endophasie, c'est le langage à l'intérieur de soi. On m'entend bien, je peux vous... Et donc, ma question, ça va être, est-ce que tout le monde se parle dans la tête? Et quand on se parle dans la tête, est-ce que l'endophasie, elle est toujours accompagnée d'une sensation de voix dans sa tête? Et donc, pour répondre à ces questions, on s'est appuyé sur un grand nombre de données subjectives et objectives. Alors, les données objectives, c'est des mesures expérimentales qu'on fait en neuroimagerie, en neurophysiologie. Et puis, les données subjectives, c'est des questionnaires qu'on fait avec des participants. Et donc, j'ai travaillé à Grenoble avec un grand nombre de collaborateurs avec plusieurs laboratoires de Grenoble. Et puis, j'ai travaillé aussi avec une collègue à Paris qui s'appelle Stéphanie Smadja, qui mène, elle, de son côté, un autre programme qu'elle appelle Monologuer, dans lequel aussi elle travaille sur ces sensations de voix qu'on peut avoir dans la tête, cette expérience d'endophasie. Et donc, en collectant toutes ces données, à la fois objectives, expérimentales et puis phénoménologiques, subjectives, on en est arrivé à proposer un modèle qu'on appelle le modèle Condialente, qui parle des 3 dimensions essentielles de l'endophasie, du langage intérieur, qui sont la condensation, la dialogalité et l'intentionnalité. Alors, je vais essayer de vous parler de ces 3 dimensions, justement. La première dimension, c'est la condensation, c'est le fait que notre langage intérieur, notre endophasie, elle varie entre des formes très condensées, concentrées, et puis des formes plus développées.
Et alors, on va d'abord parler des formes développées. Il y a des formes développées qui sont auditives. Alors ça, on le sait parce que quand on s'écoute un petit peu parler dans sa tête, on peut parfois entendre des différences d'intonation. C'est-à-dire qu'on va voir, vous pouvez essayer de jouer là et prononcer le mot endophasie comme si c'était une affirmation, une question ou une exclamation. Et peut-être que vous entendez des différences dans votre tête. Et le fait qu'on entend ces différences signifie qu'on a bien parfois une sensation sonore. L'endophasie est parfois auditive. Et ça, on peut le mesurer expérimentalement. On peut faire des tests en psycholinguistique. C'est-à-dire qu'on fait répéter à des personnes dans leur tête des virelangues, comme ce que vous avez fait tout à l'heure avec les 16 chaises. Et quand on fait ça dans sa tête, parfois on entend les erreurs. Si on les entend, c'est que c'est bien audible. On peut aussi demander à des participants de répéter un mot comme béton, 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 béton. Et puis au bout d'un moment, dans sa tête, quand on fait ça, on va entendre tomber. Et donc si on l'entend se tomber, c'est bien aussi que l'endophasie est auditive, sonore. Et puis on peut aussi faire écouter des sons un petit peu bizarres. Donc on fait des sons de synthèse. Par exemple, on fait un son qui est un mélange entre Abba et Ava. Et donc quand je vais faire écouter ce son un petit peu ambigu, et que je demande à des participants de me dire ce qu'ils entendent, une fois sur deux, ils vont dire Abba, une fois sur deux, ils vont dire Ava, parce que c'est un mélange des deux, en fait. Mais si, en même temps, dans leur tête, je leur dis de parler dans leur tête et de prononcer, par exemple, Abba dans leur tête, ça va influencer la façon dont ils perçoivent ce son ambigu. Donc, si ce qu'on perçoit est influencé par ce qu'on se dit dans sa tête, c'est probablement que ce qu'on se dit dans sa tête, c'est bien du domaine sonore. Et enfin, on peut faire de la neuroimagerie, c'est-à-dire on peut mettre des participants dans un scanner IRM et puis leur demander de parler dans leur tête et observer les régions cérébrales qui s'activent. Et là, on s'aperçoit qu'en effet, on a bien les régions temporales. Donc, je ne sais pas si je peux montrer ici. Bon, peu importe. Les régions temporales qui sont activées, qui sont les régions du traitement de la voix. Donc, on a vu des formes développées auditives de l'endophasie. Maintenant, il y a aussi des formes développées articulatoires ou motrices. Ça aussi, on peut s'en rendre compte introspectivement, subjectivement, en faisant une petite expérience toute simple. Donc, je vais vous demander d'arrondir vos lèvres comme si vous vouliez prononcer le son O. Et puis, tout en maintenant vos lèvres bien arrondies, essayez de prononcer mentalement le son M. O. Et peut-être qu'au moment où vous essayez de prononcer mentalement me, vous sentez cette contraction dans vos lèvres qui indique qu'effectivement, pour prononcer me, on engage notre système moteur, on engage le fait de contracter ses lèvres. Et donc ça nous indique que l'endophasie, parfois, en effet, elle est aussi articulatoire, elle est aussi motrice. Et donc ça, c'était de la phénoménologie, une expérience, mais on peut aussi, introspective, mais on peut aussi faire des mesures expérimentales plus objectives. Alors c'est ce qu'on fait en mettant des capteurs EMG, c'est-à-dire d'électromyographie, qui vont mesurer l'activité des muscles des lèvres pendant des actions. Et donc quand on met ces capteurs sur les muscles des lèvres et qu'on demande à des personnes de parler à voix haute, on a bien des bouffées d'activation dans les muscles des lèvres, parce que quand on parle à voix haute, on utilise les muscles des lèvres. Et puis quand on leur demande de parler dans leur tête, on va avoir aussi un petit peu d'activité dans les muscles des lèvres, ce qui suggère que parler dans sa tête, ça recrute le système labial, ça demande au système labial d'être activé. Les personnes qui signent en langue des signes, cette fois, ça va être l'activité des muscles des doigts qui sont plus activés quand ils signent dans leur tête. Et puis, on va montrer aussi que les cycles respiratoires vont être modifiés par la production de paroles intérieures. Vous savez que quand on est au repos, nos cycles respiratoires sont symétriques. On a une phase d'inspiration qui dure la même durée que la phase d'expiration. Mais par contre, quand on parle à voix haute, on a des phases d'inspiration très courtes et c'est pendant l'expiration que l'air sort et qu'on peut émettre le son. Et donc l'expiration est beaucoup plus longue que la phase d'inspiration. Il se trouve que quand on demande à des participants de parler dans leur tête, on va retrouver une légère asymétrie entre l'inspiration et l'expiration, ce qui indique que là encore, il y a une planification, un engagement du système moteur pour pouvoir parler dans sa tête. Et enfin, en neuroimagerie, on peut montrer aussi que le cortex moteur et prémoteur est activé pendant la production de paroles intérieures, dans certaines situations. Donc tout ça, ça nous indique que l'endophasie, la production de langage intérieur, elle est parfois développée avec des sensations auditives, mais aussi elle a des sensations articulatoires ou motrices. Donc tout ça, ce sont des indications pour dire que l'endophasie, elle va prendre parfois une forme phonétique complète.
Mais il y a certains chercheurs qui se sont dit, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où la syntaxe de l'endophasie, elle est un petit peu abrégée, elle est un petit peu simplifiée. Alors, par exemple, là, on va retrouver des exemples dans des ouvrages de littérature qui ont été créés assez tôt. Ici, c'est un ouvrage d'Édouard Dujardin. C'est le premier à avoir écrit un roman entier qui est un monologue intérieur, qui est ce que se dit le personnage principal. Il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a rien, il n'y a aucune description, il y a juste ce que se dit le personnage principal. Et donc, il a très bien rendu compte, cet Édouard Dujardin, du fait qu'il y a des moments où notre langage intérieur est très abrégé. Par exemple, dans notre tête, on va juste dire « c'est l'heure » pour pouvoir dire, en fait, à l'heure de mon rendez-vous, c'est maintenant. Donc, on a des moments d'abréviation de la syntaxe, on a aussi des abréviations de la sémantique. Là, c'est un autre auteur qui s'appelle James Joyce, qui a écrit aussi un roman fabuleux avec beaucoup de monologues intérieurs. Et donc, lui, il dit qu'il nous fait comprendre que la sémantique elle-même, parfois, elle est condensée, c'est-à-dire que les mots qu'on utilise dans notre tête, parfois, ils sont un peu des mots à nous, des mots personnels, des néologismes, qui sont très concentrés en sens. Par exemple, là, il a un exemple comme les fers sabots cliquetassiers, qui veut dire les fers des sabots des chevaux qui font un bruit de cliquetis métallique en acier. Mais dans la tête, c'est tout rassemblé, très concentré. Et puis parfois, la phonétique et la phonologie elle-même, elle va être très condensée et concentrée. C'est ce qu'a noté par exemple Sartre dans La nausée. Il a un exemple comme ça où le personnage dans sa tête, il se dit « il faut que je finisse, j'ex ». Et en fait, ça veut dire « il faut que je finisse d'écrire mon livre, mais oui, j'existe ». C'est ce qu'on fait aussi quand on écrit des textos, on va écrire de façon un petit peu abrégée, et pourtant on comprend bien, et dans notre tête, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors on va faire une nouvelle petite expérience. Je vais vous demander de chercher dans votre tête les mots qui correspondent aux définitions qui s'affichent à l'écran. Alors, est-ce que vous avez eu cette sensation du mot sur le bout de la langue dont parlait tout à l'heure Cathy Harry? Donc, on a ces moments où, effectivement, on a la sensation, on connaît le mot, on sait par quel son il va commencer ou bien par quoi il finit, on sait qu'il y a 2 ou 3 syllabes, mais on l'a pas, on n'arrive pas à avoir ce mot. Donc, le mot est là dans sa forme sémantique, on a le sens, mais on n'a pas la phonologie du mot, on n'a pas tout le mot complet dans sa forme phonétique. Donc, en effet, parfois, quand on parle dans sa tête, c'est juste du sens, c'est juste de la sémantique, c'est des mots, mais sans articulation et sans son. Alors ça encore, on peut aussi le montrer, c'est-à-dire qu'il y a des travaux expérimentaux sur cet effet du mot sur le bout de la langue, on peut montrer qu'il existe. On peut aussi montrer que quand on parle dans sa tête, le débit d'élocution va être plus rapide que quand on parle à voix haute, donc ça nous indique là encore qu'il y a une forme de condensation. Et puis, quand on fait des virelangues, les 16 chaises qui sèchent sur des souches, dans la tête, il y a finalement moins d'erreurs quand même que quand on le fait à voix haute. Donc ça nous indique là encore qu'il y a une forme de condensation, de concentration. Et puis avec la neuroimagerie, on s'est rendu compte que dans certaines situations de langage intérieur, finalement les régions auditives ne sont pas activées, ce qui semblerait dire qu'on est dans une forme un petit peu spéciale où il n'y a pas vraiment de son. Donc tout ça, c'est pour indiquer que dans certains cas, l'endophasie, elle va être au contraire très condensée, sans sensation articulatoire ni sensation sonore. Et donc finalement, on a tout un continuum entre des formes qui sont très condensées, sans sensation auditive ni articulatoire, juste une espèce de représentation du sens, une représentation amodale, sans sensorialité, jusqu'à des formes très développées, incarnées, audibles, visibles et sensibles. Alors, on va passer maintenant à la deuxième dimension, la dialogalité. On a des situations où la parole intérieure, elle va être monologale. C'est quand on soliloque dans sa tête, on se dit des choses. On peut soliloquer aussi avec la voix de quelqu'un d'autre. Quand on lit une BD, par exemple, on peut imaginer la voix de quelqu'un dans sa tête. Mais dans ces cas-là, on reste quand même le locuteur. On est la personne qui parle, que ce soit avec notre voix ou avec la voix d'autrui. Mais on a aussi des formes dialogales, c'est-à-dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui s'adresse à nous. Cette fois-ci, on a une sorte de perspective à la troisième personne. Et donc là, on n'est plus le locuteur, on est l'allocuteur. On est la personne à qui s'adresse le discours. Et donc ça nous arrive quand on se remémore une conversation ou bien quand on imagine une conversation qu'on va avoir. On va pouvoir imaginer les voix des autres personnages.
des personnes plutôt à qui on s'adresse. Et donc là encore, on peut le montrer expérimentalement que c'est vraiment différent entre le monologue et le dialogue. Ici, vous avez le réseau cérébral qui est activé lorsqu'on parle dans sa tête en utilisant une forme monologale, quand on parle en se disant quelque chose avec notre propre voix. Ici, c'est quand on parle dans sa tête, toujours en monologal, mais avec la voix de quelqu'un, quand on imite la voix de quelqu'un dans notre tête. Et puis là, c'est le réseau quand on est en train de parler dans sa tête en imaginant que quelqu'un nous parle. Donc cette fois-ci, on a une perspective à la troisième personne. Et vous voyez ici que les réseaux cérébraux sont un petit peu différents, ce qui nous indique qu'on a vraiment ces mécanismes en nous qui nous permettent de passer du monologue au dialogue dans notre tête. Donc finalement, on a là encore un continuum entre des formes d'endophasie, de langage intérieur qui sont monologales, où on a des monologues avec soi-même, on s'adresse à soi-même avec sa propre voix ou avec la voix d'autrui, jusqu'à des situations où on est en dialogue avec soi-même, c'est-à-dire qu'on va imaginer la voix d'autrui qui s'adresse à nous. Et la troisième dimension, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on va varier du non-intentionnel à l'intentionnel. Alors encore une petite expérience, je vais vous demander un gros effort, lisez ce texte. Alors, est-ce que vous vous êtes évadé pendant cette lecture? Et est-ce que dans ces moments de vagabondage, vous avez eu de la parole intérieure, des petites idées, des petites pensées verbales? Et si vous les aviez, est-ce que vous aviez eu l'intention de les avoir, ces petites idées? Donc voilà, là on est dans une situation d'endophasie non intentionnelle où on se parle dans sa tête sans vraiment le vouloir. Donc l'endophasie, elle va varier entre des formes intentionnelles, délibérées, volontaires. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on veut, par exemple, retenir un numéro de téléphone, apprendre un texte par cœur, quand on veut planifier ses rendez-vous de la semaine, quand on veut faire une liste de courses, quand on compte, quand on calcule, quand on prépare un exposé, quand on prie. Dans ces moments-là, on décide de parler dans sa tête, on l'initie, on a l'initiation de la parole intérieure et l'interruption. On peut choisir de commencer et d'arrêter. Et puis, il y a d'autres situations où, au contraire, on va avoir des formes non intentionnelles. Et là, c'est ce qui se passe quand on est dans des situations de ce qu'on appelle le vagabondage mental ou bien la rêverie éveillée. Et donc ça arrive quand on fait des tâches un peu automatiques, comme faire la vaisselle, quand on décroche d'une tâche ou d'une lecture un petit peu ennuyeuse, quand on marche, quand on est dans le bus, quand on est à vélo, quand on médite. On peut avoir des paroles intérieures qui surviennent à l'improviste. Et puis il y a des moments où ces paroles intérieures ne sont pas toujours très agréables. C'est dans la rumination. Quand il nous est arrivé un échec, on va ressasser une idée comme ça, mais on ne le décide pas quand même de ressasser cette idée. Ça nous arrive. Et souvent, c'est difficile de s'en empêcher. Et puis, on a des moments où on va avoir des pensées comme ça qui nous arrivent, des pensées soudaines, imprévues. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Eureka, où tout d'un coup, on a une idée, une découverte. Et donc ça, c'est des situations d'endophasie, de langage intérieur qui est spontané. Souvent, c'est fugace, c'est difficile à retenir et donc c'est difficile à observer. Mais on a quand même essayé de le faire à Grenoble, où on a pu montrer qu'il y a une différence entre l'endophasie lorsqu'elle est intentionnelle, le réseau que vous voyez sur la gauche, et puis sur la droite, vous voyez le réseau de l'endophasie non intentionnelle, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on laisse des participants allongés dans le scanner à rien faire. Au bout d'un moment, ils vont avoir des petites paroles intérieures, et on a un réseau cérébral un petit peu différent qui s'active. Et donc, on a un continuum entre des formes intentionnelles de langage intérieur, où on va vraiment décider de produire des sons dans notre tête, enfin du langage dans notre tête, et puis jusqu'à des formes non intentionnelles, qui sont des pensées verbales, mais qui sont non délibérées, qui sont spontanées, qui surviennent parfois complètement à l'improviste. Alors, pourquoi on se parle dans sa tête? Quelles sont les fonctions de l'endophasie? Pourquoi on fait tout ça? Alors, la première fonction, je vais revenir en arrière, c'est une fonction communicative. On parle dans sa tête parce que ça nous entraîne, ça nous permet de s'entraîner pour la communication et la production de paroles à voix haute. Ça nous permet d'avoir une parole à voix haute fluide.
Et donc, ça nous permet aussi de répéter mentalement ce qu'on va dire. Quand on veut poser une question, par exemple, dans un grand auditoire comme ça, parfois on peut se poser la question d'abord dans la tête pour ensuite la dire à voix haute. Donc, une des premières fonctions, c'est une fonction communicative. La deuxième fonction, c'est une fonction cognitive, parce que parler dans sa tête, ça va nous aider à structurer notre pensée, à étayer notre raisonnement, maintenir notre attention, ça va nous permettre de mémoriser des informations. Par exemple, on sait que dans la mémoire de travail, pour retenir un numéro de téléphone, par exemple, on peut se le répéter en boucle et ça va aider à le mémoriser. Pour la mémoire à long terme aussi, le fait de se dire des choses permet d'encoder, de stocker des souvenirs et ça nous permet aussi de retrouver des informations. Donc le langage intérieur a une fonction aussi pour la mémoire à long terme. Et puis, le langage intérieur a une fonction dans le raisonnement, dans la pensée, pour faire du calcul mental, pour la résolution de problèmes, pour prendre des décisions. On peut peser le pour et le contre en se parlant intérieurement. On peut aussi l'utiliser pour se concentrer et savoir comment passer d'une tâche à l'autre, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. On peut utiliser aussi le langage intérieur pour maintenir notre attention sur une tâche. Pour rester bien focalisé sur une tâche en cours, on va pouvoir se parler. Allez, tu vas y arriver. Pour la pensée un peu élaborée, ça nous permet aussi de se parler dans sa tête, d'entendre les petits sons de notre voix intérieure. Ça nous permet de focaliser notre attention sur nos pensées, ça nous permet de les mémoriser aussi et éventuellement de les complexifier. Et puis la troisième fonction importante du langage intérieur, c'est ce qu'on appelle l'autonoèse ou la conscience de soi dans le temps. L'endophasie, ça nous donne les outils pour se représenter nous-mêmes. Dans le langage, on a les pronoms comme je, moi, et puis les autres pronoms comme tu, vous, les autres. Tout ça, ça nous donne des outils pour se différencier soi des autres. Et ça nous donne ce sentiment et le fait de se raconter soi-même, ça va nous donner le sentiment d'avoir une constance du soi. Ça nous donne un sentiment de notre identité forte. Et toujours dans cette idée-là, l'endophasie, elle va avoir aussi une fonction d'autorégulation, donc ça va aussi construire notre sentiment de soi, parce qu'on peut utiliser le langage intérieur pour se corriger, s'améliorer, se censurer, pour s'automotiver, pour imaginer ce qu'on va faire dans le futur, pour imaginer aussi, pour se rappeler aussi ce qu'on a fait dans le passé. Donc le langage intérieur nous permet de voyager mentalement dans le temps. Et puis, ça a un rôle dans la conscience, le langage intérieur. Ça contribue à nous permettre de percevoir le monde extérieur, mais ça a aussi un rôle dans la conscience de soi. Donc, de faciliter la concentration sur soi-même, de ce qu'on appelle la conscience autoréflexive. Et enfin, la conscience autonoétique, c'est-à-dire la conscience de soi dans le temps. Je suis la même personne aujourd'hui que celle que j'étais hier et celle que je serai demain. Mais le langage pour soi, il n'est pas toujours intériorisé. Ça arrive, en fait, qu'on se parle à soi-même à voix haute. On peut s'entraîner à voix haute pour un entretien ou une communication. On peut penser ou réfléchir à voix haute, ça aide parfois pour se concentrer. Et puis, on peut s'auto-encourager ou s'auto-réguler pour être plus efficace et le faire à voix haute. Alors ça, je vais passer rapidement, donc excusez-moi si vous voyez plein de diapos défiler parce qu'on manque de temps, malheureusement. Et puis que ce n'est pas très intéressant, c'est juste les mécanismes pour vous dire qu'on comprend un petit peu mieux comment tout ça, ça fonctionne. Et donc maintenant, ma question c'est, est-ce que tout le monde parle dans sa tête Est-ce que tout le monde d'abord a une voix dans la tête et est-ce que tout le monde se parle dans la tête de la même façon? Alors il y a une première situation intéressante qui est ce qu'on appelle maintenant la fantaisie. La fantaisie, c'est A, plus loin fantaisie. Fantaisie, c'est l'imagination, ou plutôt l'imagerie en grec. Donc, c'est l'absence d'imagerie. Donc, c'est la fantaisie auditive verbale. Ce sont des individus qui disent qu'ils se parlent dans leur tête, mais sans qu'il y ait une sensation de son, de voix. Il n'y a pas de voix dans la tête. Et puis, à l'inverse de ça, sur l'extrême opposé, il y a des personnes qui ont une hyper-fantaisie. Et là, ce sont des personnes qui ont une voix intérieure qui est extrêmement nette, qui s'entendent presque aussi fort que dans la réalité. Et quand ils imaginent la voix de quelqu'un d'autre, c'est vraiment la voix avec tous les timbres très, très détaillés de l'autre personne. Et donc, en fait, on peut se dire que des variations entre cette aphantasie, cette absence de voix dans la tête quand on se parle, à l'hyperphantasie, c'est finalement une variation sur la dimension de condensation. Les personnes avec une aphantasie, eh bien, ce sont des personnes qui ont une endophasie concentrée, condensée. Et puis, les personnes avec une hyperphantasie, ce sont des personnes qui ont une endophasie hyper développée.
Ça, on va passer aussi les mécanismes. Et alors, maintenant, une autre question. Comment est l'endophasie quand on ne parle plus à voix haute? On a parlé, mais on a eu, par exemple, un AVC qui nous donne un trouble de la production du langage à voix haute. Et alors, est-ce qu'il subsiste une parole intérieure? Donc ça a été beaucoup étudié depuis déjà le premier témoignage de Jacques Lorda, qui était un médecin à qui c'est arrivé de perdre la faculté de langage à voix haute. Et lui, il disait, mais il restait quelque chose, je pouvais penser et j'avais une parole intérieure. Donc là, on est en train de travailler avec plusieurs collègues à Grenoble, à Montpellier et à Tours, sur essayer de recueillir des données par des entretiens auprès de personnes qui ont une aphasie pour leur demander comment elles se parlent dans leur tête. On fait des questionnaires et puis on fait aussi des petits tests, par exemple des jugements de rimes. Est-ce que les personnes peuvent juger si des mots riment? Et s'ils peuvent le faire, c'est probablement parce qu'ils arrivent à se parler dans la tête. Et donc, on observe en faisant ce type de test qu'il y a finalement, dans certains cas, une préservation soit complètement totale, soit partielle du langage intérieur de l'endophasie. Et comment est l'endophasie quand on utilise une CAA? Alors, avant de venir ici, j'ai interrogé une de mes collègues et amies qui n'a pas la possibilité de parler à voix haute, qui utilise une synthèse vocale. Et donc, je vais vous rapporter ce qu'elle m'a raconté. Donc, il s'agit d'une jeune femme qui a 33 ans. C'est une jeune femme extraordinaire qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat. Et actuellement, elle est ingénieure de recherche au CNRS. Elle ne peut pas parler. Elle communique parfois avec les gestes de Borel-Maisoni. Elle peut rire, elle peut prononcer quelques mots. Mais la plupart du temps, elle communique avec sa synthèse vocale. Et alors, sa synthèse, c'est une interface que vous connaissez peut-être. C'est le synthé 5 de la société Aria. Elle a une touche pour chaque son du français, tel qu'il se prononce. À chaque fois qu'elle appuie sur la touche, il y a un petit retour sonore, donc on entend les tout petits sons en direct. Et puis ensuite, il y a l'énoncé entier qui est synthétisé. J'ai pu avancer parce que je recule au lieu d'avancer, je suis bête. Et quelles sont les caractéristiques de sa voix de synthèse? D'abord, elle a eu sa voix de synthèse assez tardivement parce qu'on a attendu qu'elle sache bien écrire et qu'elle connaisse l'orthographe du français avant de pouvoir utiliser ce système phonétique. Donc elle a eu une voix à partir de 7 ans et la voix au début, le système ne marchait pas très bien, c'était une voix métallique et masculine. Et enfin, au moment de ses 18 ans, elle a pu utiliser une voix féminine dont elle est beaucoup plus contente parce que les gens de son entourage et les personnes même qu'elle ne connaît pas arrivent bien mieux à la comprendre maintenant. Donc elle est assez satisfaite de sa voix actuelle. Et je lui ai demandé comment ça se passait dans sa tête. Alors elle me dit que dans sa tête, c'est souvent très développé et surtout, c'est clairement audible. Elle a une voix intérieure. Souvent, sa parole intérieure, elle est monologale, elle va beaucoup utiliser le je et très peu le tu. Il y a certaines personnes qui se parlent en se disant « Allez, tu vas y arriver, tu vas parler un peu plus vite, tu vas être plus clair ». Et elle, non, ça va plutôt être « je ». Elle a quand même parfois des situations où elle a une endophasie dialogale, quand elle imagine une conversation, et là, elle imagine les voix des interlocuteurs. Elle est souvent intentionnelle, délibérée, son endophasie, parce qu'elle peut décider de se parler dans sa tête pour réciter un poème ou apprendre un code, par exemple. Et puis, parfois, elle est aussi non intentionnelle. Elle a aussi des situations où l'endophasie lui apparaît, la parole intérieure apparaît de façon complètement improviste. Et elle a un fort sentiment de ce qu'on appelle agentivité, c'est-à-dire elle a toujours l'impression d'être l'autrice. C'est elle qui génère la parole qu'elle a dans sa tête. Le contenu de son endophasie, elle l'utilise souvent pour des raisonnements, pour réfléchir, pour se souvenir. Elle a parfois des sensations qui sont associées, des émotions. Elle utilise souvent sa parole intérieure pour s'autoréguler, un petit peu pour se critiquer, rarement pour s'encourager ou se consoler. Alors elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir et que maintenant elle allait peut-être l'utiliser plus pour ça. Et puis, je me suis interrogée aussi sur la spécificité de son endophasie, quel timbre elle a dans sa tête, puisqu'elle n'a pas de voix haute naturelle, c'est sa synthèse qui a une voix. Et elle m'a dit qu'en fait, sa voix intérieure, ça n'est pas du tout sa voix de synthèse. Elle a un timbre à elle qu'elle s'est fabriqué. C'est ni la voix d'une personne qu'elle connaît, ni la voix de sa synthèse vocale. Elle a dans sa tête une intonation et un rythme, alors que sa synthèse vocale, elle est assez monotone en fait.
elle est toujours en français, alors que pourtant elle peut comprendre et écrire en russe et en anglais. En fait, sa voix dans sa tête, c'est toujours en français, et elle s'entraîne rarement à parler dans sa tête dans une autre langue que le français. Et donc, quand elle veut communiquer en anglais, par exemple, elle utilise un autre synthétiseur, parce que son synthé 5, il ne marche que pour le français. Et alors, il y a des spécificités de son monologue. D'abord, c'est toujours intériorisé. Quand elle se parle à elle-même, c'est toujours à l'intérieur d'elle-même, alors que ça peut arriver à des personnes de se parler à voix haute pour s'encourager. Elle ne va jamais utiliser sa voix de synthèse pour s'encourager, ou pour se parler à voix haute, ou pour réfléchir. Elle dit que, par contre, il y a des moments où ça a besoin de sortir quand même de sa tête, et donc là, elle va écrire. Et donc, elle dit qu'il y a un rôle bénéfique de l'écriture quand elle a pris récemment l'habitude d'écrire dans un cahier, quand elle dit quand ça déborde, quand il y a quelque chose qui me tracasse. Oups, ça aurait pu avancer. Et ensuite, je me suis demandé comment son entourage imaginait sa voix. C'est-à-dire que moi, quand je pense à elle, quand je lis ses emails, par exemple, c'est pas vraiment sa voix de synthèse que j'entends. J'ai l'impression que j'y rajoute une intonation. Donc, je lui ai demandé comment c'était pour son entourage. Alors, sa mère dit qu'elle l'imagine parler avec une voix proche de celle de la synthèse et avec des phrases entières. Alors que son père, lui, il l'imagine parler avec sa vraie voix, parce que je vous ai dit qu'elle peut quand même prononcer quelques sons, et donc son père, lui, il imagine qu'elle parle comme ça. Donc quand il pense à elle, il l'imagine parler avec sa vraie voix. Sa sœur cadette, elle a 2 sœurs, donc sa sœur cadette rêve d'elle parlant en gestes, donc l'alphabet Borel-Mésoni, et elle pense à elle en entendant non pas les phrases dites d'un coup, mais les phonèmes au fur et à mesure de l'écriture sur le clavier, puisque son système, il fait des petits sons au fur et à mesure qu'elle tape. Et puis, la plus petite sœur, qui a 10 ans de moins qu'elle, elle pense et elle rêve qu'elle lui parle avec sa vraie voix, ou par geste, mais jamais avec sa synthèse. Et donc, tous sont unanimes pour dire que son intonation est donnée par ses expressions faciales et par ses gestes qu'elle fait quand la synthèse parle. Alors, elle est inquiète parce qu'en fait, la pérennité de sa voix n'est pas assurée parce que son inventeur, il va partir à la retraite et il n'a pas retrouvé de repreneur. Et elle aimerait bien pouvoir conserver la même interface parce qu'elle est vraiment adaptée à ses besoins propres. Elle voudrait garder le même clavier qui est facile à tenir sur les genoux, il y a des sangles. Si elle utilisait une tablette, par exemple, ça glisserait, ce ne serait pas pratique et ce serait trop fragile. Elle a besoin d'un clavier phonétique parce que c'est beaucoup plus rapide de taper les sons que de taper l'orthographe du français qui est compliqué. Et puis, elle aimerait bien conserver le même timbre de voix parce que ce qu'a dit Cathy Howry tout à l'heure, c'est vrai, la voix, c'est aussi notre identité. Oups. Alors, je suis là aussi pour transmettre le fait qu'elle aimerait bien avoir des suggestions d'autres utilisateurs et utilisatrices de CAA pour savoir comment eux, ils font quand ils ont ce problème d'absence de repreneur de leur système. Oups. Alors, on peut passer aussi sur... je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais dire rapidement que quand on est en langue des signes, on va avoir aussi une langue des signes intérieure et que là, cette fois-ci, les mots de la langue, ils sont accompagnés non pas de sons, mais de gestes et de sensations visuelles. Et puis... Voilà, donc je vais terminer en disant qu'il y a énormément de variations interindividuelles. Les formes de l'endophasie, elles varient selon les individus. Il faut savoir que la petite voix dans la tête, ça n'est pas du tout un phénomène universel. Il y a des personnes avec une aphantasie qui n'ont pas de sensation de voix dans la tête. Ils ont une endophasie concentrée, condensée. Chez les personnes qui communiquent avec une CA, la voix intérieure, il semble possible que ça devienne une voix personnelle, une voix inventée. Chez les personnes sourdes qui parlent en langue des signes, l'endophasie, elle peut prendre une forme gestuelle et visuelle, c'est-à-dire des signes ou des gestes manuels ou faciaux. Et puis, on peut parler là, donc, du coup, de multimodalité du langage, et même le langage intérieur est multimodal. Et donc ça va rejoindre la présentation que vous aurez tout à l'heure de Marion Doen. Et rappelez aussi que est-ce que c'est universel le fait de se parler dans sa tête, qu'il y ait une voix ou non? Non. Il y a des personnes qui utilisent très peu l'endophasie. Donc, le langage intérieur, ça sert, c'est un étais, c'est un soutien à la cognition, à la communication, mais on peut faire tout ça autrement qu'avec le langage.
Là, je vous ai mis un témoignage d'une personne qui avait été questionnée par Georges Saint-Paul lui-même en 1892. Il avait fait un grand questionnaire et il avait rencontré des gens qui disaient « non, je pense rarement avec des mots ». Et puis on peut aussi citer le témoignage d'Einstein lui-même qui disait qu'il ne pensait pas en mots, mais il pensait en images visuelles abstraites. Et ensuite, il traduisait tout ça en mots pour les expliquer aux autres, mais dans sa tête, il n'y avait pas besoin de mots. Et donc, je vais terminer par quelques questions. Donc, d'abord dire qu'il faut mieux décrire l'endophasie, mieux décrire le langage intérieur auprès de populations les plus diverses possibles pour mieux comprendre ce que c'est que ce langage intérieur et à quoi il peut servir. Et surtout, je m'interroge sur comment on peut étudier les capacités de langage intérieur des personnes qui ont des difficultés de langage importantes. Est-ce que ces personnes peuvent utiliser le langage intérieur pour raisonner, pour calculer, pour planifier, mémoriser, pour s'autoconnaître ? Et donc, je rappelle que ça devrait être aussi une de nos questions, et c'est ce qu'on essaye de faire à Grenoble, c'est de développer des tests qui soient adaptés vraiment à diverses populations pour mieux comprendre le phénomène de façon vraiment complète. Et puis, il y a des possibles retombées orthophoniques, parce qu'on a mené, c'est plutôt une orthophoniste, Julie Maillard, avec qui j'ai pu travailler, qui a mené une étude auprès de 2 patients avec aphasie et qui a montré quand ces patients, alors qu'ils ne pouvaient plus parler à voix haute, en entraînant leur parole intérieure avec des petits jeux, elle a pu les aider à travailler leur voix intérieure et ça les a aidés ensuite à avoir une parole à voix haute un peu plus fluide. Donc il y a des pistes peut-être qu'on peut envisager d'entraînement de la parole à voix haute pour aider la parole intérieure, pour aider la parole à voix haute. Et voilà, je vais terminer ici en remerciant les partenaires de ces projets. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Levenbruck. Alors, c'est vrai que cette conférence, je sais qu'elle a pu surprendre un petit peu par son thème et quel était le lien avec l'ACA. Mais j'ai eu la chance, un jour, par hasard, d'écouter une interview avec vous sur France Culture. Et je lui ai écrit un petit mail après pour savoir si elle avait déjà réfléchi au lien avec les utilisateurs de CA. Et depuis, j'arrête pas de poser la question aux utilisateurs de CA que je rencontre. Est-ce que tu entends une petite voix dans ta tête ? Et c'est absolument... je trouve très intéressant d'écouter leur réponse, parce que parfois oui, parfois non. Est-ce que c'est leur voix imaginée ? Des fois, j'en ai qui me disent qu'ils entendent des voix d'acteurs. Je sais que j'ai un peu perturbé aussi les professionnels des jeunes que j'ai pu suivre un petit peu pour l'expo photo. Ils me disaient, mais pourquoi tu leur poses cette question ? Mais j'espère que, je sais pas, des étudiantes en orthophonie pourraient peut-être nous faire des petits mémoires, des recherches sur ça, sur la population utilisatrice de CA. Ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des petites questions ? On a 5 minutes. Bonjour, je suis Manon, orthophoniste, et j'ai l'impression que certains de mes patients qui sont en CA, ils ont une endophasie qu'avec des pictos. Et au moment de l'apprentissage de la lecture, plus je vais essayer de travailler cette endophasie, mais vocale, plus j'ai l'impression qu'ils améliorent leur apprentissage du langage écrit. Mais j'ai pas beaucoup de billes pour les aider à bien développer cette endophasie, à part les rébus, répéter des phrases. Est-ce que vous avez des façons pour la travailler et l'améliorer ? Merci de ce témoignage. Bravo déjà de tenter ça, c'est vraiment une excellente idée. Donc peut-être que je pourrais vous mettre en relation avec Julie Maillard, parce qu'elle a en effet développé ce protocole qu'elle a utilisé avec ses patients aphasiques. Donc il s'agit tout à fait ce que vous faites, c'est-à-dire des rébus, des jugements de rimes, des jugements de paires de... Donc on montre 2 images et on doit dénommer intérieurement les mots qui correspondent à ces images et puis savoir si les mots riment ou pas, ou bien des jugements un petit peu ce qu'on fait sur les tests de conscience phonologique. Est-ce que les mots commencent par le même son ? Elle a fait des jugements d'homophones aussi, des mots un ver et un ver de terre, est-ce que c'est le même mot ? Et voilà, c'est vraiment des jeux assez simples. Pour l'instant, on est resté avec Julie Maillard vraiment sur la forme de mots isolés. C'est vrai qu'une étape ensuite serait peut-être d'essayer de combiner les mots. Donc, il y a beaucoup de pistes et de réflexions à mener, mais vraiment, on peut... venez me voir à la fin, puis on échangera. Alors, moi, j'avais entendu la même émission que Mathilde, donc je suis vraiment ravie de vous entendre, en fait.
C'est quelque chose qui me parle beaucoup pour mon fils. Et j'avais une question très précise. Est-ce qu'on pouvait passer de la voix intérieure qui est sur les mots, on va dire, à celle qui est motrice? Et est-ce que les mots, en fait, la petite voix qu'on se répète, peuvent venir influencer, et si oui, comment, justement, tous les process articulatoires? Et c'est un grand mystère en fait pour l'instant, parce que là ce qu'on peut voir par exemple chez le cas de la personne dont je vous ai parlé, elle a bien la parole intérieure sous forme de son dans sa tête, mais elle n'a pas l'articulation. Donc il y a eu une impossibilité de passer à la forme articulatoire. Peut-être que ça dépend un petit peu de chaque personne et de ce qu'il est possible de relancer, de reprogrammer. Et ça dépend bien sûr des différents troubles qui sont présents. Donc je ne peux pas répondre à cette question sans savoir exactement de quel trouble c'est votre fils, c'est ça? C'est mon fils, oui. Ouais. Qu'est-ce qui est impacté chez lui et qu'est-ce qu'on peut essayer de ressolliciter, mais ça fait partie des pistes qui sont vraiment intéressantes, et en tout cas dans l'aphasie, ce qu'a montré Julie Maillard chez 2 patients seulement, donc il ne faut pas non plus généraliser, mais c'était 2 patients qui avaient perdu cette possibilité d'articuler de façon fluide, et elle leur a redonné, grâce à cet entraînement qui était assez intense, mais elle leur a redonné, ils ont trouvé un autre circuit cérébral pour compenser la lésion et retrouver une articulation un peu plus fluide, quoi. Donc peut-être il peut y avoir une réorganisation cérébrale. Je me permettrai de vous envoyer un mail. Oui, merci. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Alors d'une part, je peux mettre en contact la jeune femme qui est alphabétisée avec un utilisateur de synthé à Dijon qui est très fluide et qui utilise un synthé plus une autre petite machine tablette. Donc ça, et il sera ravi. C'est Gauthier à Dijon pour ceux qui le connaissent. D'autre part, les gens dont vous avez parlé, c'est des gens qui ont accès quelque part à l'alphabet. Donc moi, ma grande question, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de polyhandicap. Et donc, je pose souvent la question aux gens, comment vous pensez qu'ils pensent, les personnes? Parce qu'eux ne peuvent pas dire comment ils pensent. Justement, ils sont polyhandicapés. Et ma certitude, alors c'est peut-être faux, mais je suis persuadée que leur mettre dans les mains un cahier de vie, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon cahier de communication numéro 1. Le cahier de vie, c'est un cahier dans lequel on met des images, des photos, de l'écrit, des pictos, des objets, des petits trucs qui sont biographiques. Et je me demande justement si ces gens-là, dont on dit quel est leur langage intérieur, grande question, puisqu'ils ont 2, 3 mots, 5 mots, des mimiques, des réminiscences, enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Si on ne leur donne pas de photos, comment peuvent-ils avoir ce sentiment continu et d'exister que vous avez décrit avec d'autres mots, que moi je décris, enfin, la mêmeté, l'ipséité, enfin, tous ces mots qui représentent ce sentiment continu d'exister. Je suis le même, j'étais comme ça, j'ai des photos. Et tous les gens qui sont là, si je leur posais la question, il y a bien des photos dans votre ordinateur qui représentent des moments dont vous ne vous souviendriez pas s'il n'y avait pas la photo. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme mémoire? Et est-ce qu'on ne les rend pas amnésiques fonctionnels, d'une part? Donc ça, c'est carrément une question. Qu'est-ce que c'est que cette impossibilité de se souvenir si on n'a pas de langage intérieur? Et voilà, c'est une grande question pour moi. Et puis, justement, est-ce qu'ils ont un langage intérieur en photo qu'on leur a montré, une réminiscence physique, sensorielle? Que c'est quoi? Tout ça, ce sont des vastes questions vraiment très importantes et pour lesquelles, malheureusement, je ne vais pas avoir de réponse aujourd'hui, mais sur lesquelles il faut qu'on travaille davantage. Le fait il semble qu'il y a une forme de conscience de soi sans langage.
il existe une conscience de soi, on va dire, minimale, corporelle chez le nouveau-né avant l'accès au langage. Donc il y a une conscience de soi qui existe. Par contre, cette conscience de soi autonoétique qui est basée aussi, justement sur cette mémoire autobiographique et sur ces constructions qu'on se fait de soi, il semble qu'elle se nourrisse beaucoup de langage. Mais il est possible qu'elle puisse se faire autrement, et notamment si on a été accompagné et si on a, comme vous le dites, si on a un cahier de vie, si on a des images qui nous raccordent à notre passé, à différents événements, peut-être que, et si on a une façon de concevoir le temps entre le passé, le présent, le futur, tous ces récits peuvent se faire autrement que par le langage, sous une forme visuelle, mais c'est à travailler, et ouais, il y a du boulot. Le cahier de vie, je pense que c'est vraiment, et le MCV du GNCHR, voilà, tout ça, c'est des outils absolument fondamentaux pour le langage intérieur. Ouais, merci. Je m'excuse, je sais qu'il y avait beaucoup de questions, mais je pense que vous pourrez prolonger les échanges directement avec Madame Levenbruck à la pause, si elle est d'accord. Avec plaisir. Et un grand merci encore d'avoir soulevé toutes ces questions. Merci beaucoup.